Bonsoir, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro d'Éco-Sud. On va parler emploi. Et oui, c'est important dans l'économie, l'emploi. On va parler bio avec les viticulteurs bio et on va parler logiciel libre. Ce sera le coup de cœur tout à l'heure. Regardez avec Célou Diallo qui est là et en face de lui, Quentin Istas de l'association Montpellier Libre. Et tous les deux accueilleront le gratin mondial du logiciel libre. Ce sera en juillet prochain à Montpellier. Et puis on a également avec nous Fabien Leperchois. Bonjour, merci d'être avec nous du domaine des Carabiniers à Roquemaure. Et vous êtes en plein salon avec vos collègues, confrères de la production de vin bio. Oui, voilà. Le salon Millésime Bio, ça se passe à Montpellier jusqu'à aujourd'hui, mercredi. Voilà. Donc, c'est pas la peine de regarder si vous avez un moment sur votre calendrier, votre emploi du temps. Ce soir-là, c'est terminé. Voilà, mais c'est réservé aux professionnels. Donc, vous deviez être au courant. On fera le point avec vous sur cette filière qui est toujours en développement. Et puis, nous avons également Philippe Mazza, bonjour, directeur régional d'AGEFOS PME. En face de vous, Pascal Blin, directeur régional également. On vous a gâté aujourd'hui, on a de la direction régionale de Pôle emploi. Vous étiez associés réunis tous les deux pour présenter des projets communs entre AGEFOS. Alors déjà, peut-être, on va rappeler Philippe Mazza, qu'est-ce que c'est qu'AGEFOS PME ? Parce que, bon, pour vous, c'est évident, mais ça ne l'est peut-être pas pour l'ensemble de nos téléspectateurs. Rapprochement et travail en commun entre AGEFOS PME et Pôle emploi. Mais AGEFOS PME, c'est quoi ? Bon, pour faire très très simple, AGEFOS PME accompagne les dirigeants d'entreprise dans leur politique emploi-formation. En d'autres termes, les entreprises ont des besoins en développant des compétences de leurs salariés et les collaborateurs d'AGEFOS PME interviennent au quotidien auprès des dirigeants pour balayer avec eux leurs problématiques en termes de formation et puis de plus en plus en termes d'emploi, d'où la convention de ce matin avec Pôle emploi. C'est-à-dire que vous accompagnez les entreprises dans la mise en place de leur plan de formation, c'est ça globalement ? C'est-à-dire le plan de formation, exactement, c'est ça. L'entreprise recueille... Et vous financez ? Et on finance les actions de formation. L'entreprise recueille les besoins en formation des salariés, de développement des compétences, de mobilité interne. Et nous, on intervient après pour le financement des actions de formation. Et on a une autre partie qui est la recherche de financement complémentaire également auprès de l'État, auprès de l'Europe, auprès du Conseil régional. D'accord. Vous n'êtes pas vous-même organisme de formation ? Non. On a des partenariats, effectivement. Il y a des prestataires, après, par ailleurs, exactement, auxquels les entreprises peuvent faire appel. On est interface entre les entreprises. Alors, ce qu'on a entendu il y a quelques semaines de la bouche des ministres, des plus hautes personnalités, je crois que François Hollande s'y est mis également, entre quelques-unes de ses préoccupations diverses, c'est que ce financement de la formation n'était pas forcément adapté et n'allait pas forcément là où il en manquait le plus, là où on en avait le plus besoin, c'est-à-dire finalement du côté des chômeurs qui ont besoin de retrouver un emploi et donc souvent d'adapter leurs compétences, d'améliorer leur savoir-faire. On est d'accord ? Tout est l'objet de votre réflexion, de votre travail, il est là-dessus ? Oui, enfin, c'est un travail qu'on mène régulièrement, puisqu'effectivement, il y a de nombreux financeurs de la formation. Nous avons, chez Pôle emploi, prescrit 25 000 formations l'année dernière. Donc, effectivement, dans la région, oui, par rapport à 250 000 chômeurs, c'est 10%. Mais il y a effectivement le Conseil régional qui est le premier financeur, c'est à peu près 2 tiers. Il y a Pôle emploi qui finance aussi un bon quart des formations. Et puis les OPCA, dont l'AGEFOS, qui finance aussi les formations. Mais tout ça est bien complexe et nous, on fait en sorte de façon très opérationnelle que les demandeurs d'emploi ne soient pas confrontés à ces problèmes de financement. Donc on a des accords de financeurs qui font que c'est assez fluide. Et on garantit donc globalement la gratuité de l'accès aux formations pour les demandeurs d'emploi. Mais vous convenez, vous aussi, vous qui êtes évidemment au cœur du système, que jusqu'à présent, l'argent de la formation avait un peu de mal à aller du côté de ces populations de personnes en recherche d'emploi et qui, pour retrouver un emploi, ont besoin souvent, le plus souvent, d'adapter au moins leurs compétences, leur savoir-faire. Absolument, même si le sujet est beaucoup plus compliqué que ça, puisqu'il faut effectivement, nous, notre objet, c'est de former des gens en vue d'un emploi, en vue du reclassement. Et les métiers recherchés ne sont pas forcément les métiers qui recherchent des demandeurs d'emploi. Donc, à ce bémol-là, effectivement, il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour que les formations bénéficient à ceux qui en ont le plus besoin. Alors, qu'est-ce qu'apporte la convention que vous avez mise en place et que vous avez présentée
aujourd'hui même? Alors, c'est une convention qui est très pragmatique. On a voulu faire très simple. Les collaborateurs d'AGFOS PME accompagnent chaque année à peu près 2000 entreprises. Et lors des rendez-vous, ils ont un questionnaire donc, qui est instruit avec les entreprises. Et bien, très concrète, on a voulu que dans ce questionnaire soient stipulés les besoins en recrutement des entreprises. Et ce qu'on a convenu dans la convention, c'est que dans les 24 heures, ce besoin en recrutement des entreprises soit envoyé à Pôle emploi et que dans les 24 heures également, Pôle emploi puisse prendre contact avec l'entreprise pour répondre justement à ce besoin de recrutement. Donc c'est quelque chose de très très opérationnel. Ça c'est le premier point, détecter les besoins en emploi dans les entreprises et faire en sorte que Pôle emploi puisse y répondre. Et le deuxième aspect de la convention... Alors je n'ai pas compris, ça veut dire que vous, normalement une entreprise qui a besoin de recruter, elle s'adresse à Pôle emploi. Donc en fait, vous allez être intermédiaire entre les entreprises et Pôle emploi pour déterminer les besoins en emploi des entreprises? Si l'entreprise ne s'est pas encore approchée de Pôle emploi, oui. Et effectivement, je pense qu'il y a des statistiques qui le montrent. Toutes les offres d'emploi ne remontent pas à Pôle emploi. Donc notre job, ça sera de détecter toutes ces offres qui n'ont pas pu être relayées auprès de Pôle emploi. D'accord. Et de surtout apporter une réponse très opérationnelle, très rapide. Encore une fois, sous 48 heures, il y aura une prise de contact de la part du conseiller de Pôle emploi. Ça, c'est le premier niveau. Et c'est répondre aussi aux besoins en qualification de la part des dirigeants d'entreprise qui souhaitent recruter, mais qui souhaitent recruter des personnels qualifiés. Et là, on a des dispositifs qui sont la POE, par exemple, la préparation opérationnelle à l'emploi, qui permet de financer pendant 400 heures une formation pour que le demandeur d'emploi soit prêt justement à intégrer l'entreprise. Et ça, c'est un cofinancement qu'on opère entre AGFOS PME et Pôle emploi. Vous parlez également d'un plan d'action pour le tourisme sur le volet saisonnier de l'emploi. En quoi cela consiste-t-il? Puisque bon, là, on est au creux de la saison chez nous, mais c'est justement à ce moment-là qu'il faut commencer à le préparer, j'imagine. Y a différents enjeux. Le premier enjeu, c'est d'abord de fidéliser les saisonniers. On sait qu'il y a des entreprises, je pense à l'hôtellerie de plein air, par exemple, qui a un gros projet actuellement d'allongement de la saison. Pour allonger la saison, il faut avoir des salariés. Pour avoir des salariés, il faut savoir les fidéliser. Et tout l'enjeu, c'est pendant la période entre les deux saisons, de pouvoir les former de manière à ce qu'on puisse allonger la saison. Il y a l'idée également de biqualification, pourquoi pas, à savoir une partie de la saison sur un métier, une autre partie de la saison sur un autre métier, de la manière à ce que les saisonniers puissent avoir un job tout au long de l'année. D'accord. Pascal Blain, sur ce renfort, j'ai envie de dire, d'AGFOS PME, en soutien à Pôle emploi pour déceler les besoins de recrutement et puis pour vous accompagner sur la formation, c'est bien. C'est bien sûr, c'est extrêmement utile, d'autant que dans la région, il y a énormément d'entreprises, des toutes petites entreprises que, malgré les 50 000 visites et contacts que les équipes de Pôle emploi font tous les ans, on ne peut pas toucher. Et voilà, c'est important parce que la GFOS a ses clients et à l'occasion des démarches peuvent détecter des besoins. Et ça a été salué par les partenaires sociaux tout à l'heure et notamment MEDEF, CGPME. C'est important d'avoir cette réactivité parce que très souvent, plus l'entreprise est petite, plus les besoins sont immédiats en fait. Donc oui. Donc l'idée d'apporter une solution en 48 heures est particulièrement séduisante. Donc un engagement 48 heures, retenez-le si vous êtes chef d'entreprise, voilà, c'est la promesse. Et puis si vous êtes demandeur d'emploi, sachez que si vous avez une offre d'emploi dans ce domaine, il faut réagir rapidement. Si on parlait plus globalement des chiffres du chômage, Pascal Blain, on sait ce qu'il en est au niveau national, plus 10 200 pertes d'emplois chômeurs supplémentaires catégorie A. Il y a encore plus, évidemment, quand on rajoute les différentes catégories. Un accroissement sur l'année de 5,7%. On ne va pas parler de la polémique autour des promesses et des engagements du président François Hollande. Nos confrères de la presse nationale s'en sont chargés. Ici, en Languedoc-Roussillon, on fait un petit peu moins bien que le national. Oui, absolument. Alors, l'analyse mérite d'être affinée. C'est-à-dire que sur l'année, on a effectivement une hausse du chômage de 7,3%. Ce qui est plus que le national, qui correspond à une vraie décélération, puisque d'habitude, on a 3-4% de plus. L'année d'avant, par exemple, on était à plus de 10% d'augmentation du chômage. Mais l'année 2013 est vraiment découpée en deux, et c'est là-dessus que je veux insister. C'est-à-dire que toute cette hausse s'est faite sur les 6 premiers mois de l'année, et on a une stabilisation du chômage depuis 6 mois. C'est un fait vraiment à noter, puisque ce n'était pas arrivé depuis le début 2008.
Donc c'est vraiment un changement de tendance. Donc chez nous, c'est pas l'inversion, mais ça ressemble à ce que c'est un palier qui est, voilà, Jean-Marc Ayrault, espèce de stabilisation. Voilà. C'est extrêmement important de le noter parce qu'il y a le fait qu'on soit la région avec le plus fort taux de chômage de France métropolitaine a de quoi angoisser nos concitoyens. On est encore à quel pourcentage ? On devrait finir l'année à 14,9%. Presque 15% de la population active qui pourrait travailler est au chômage. Voilà, absolument. Donc ça, c'est le premier point. Il y a une stabilisation, c'est très encourageant et il faut attribuer le mérite de cette stabilisation, bon, évidemment aux entreprises qui recrutent toujours, mais aussi aux politiques publiques, puisque dans la même période et en 2013, nous avons prescrit 25 000 contrats aidés, hein, donc soit des emplois d'avenir ou d'autres contrats aidés, et aussi beaucoup utiliser l'outil formation, parce que c'est presque 25 000 personnes qui sont rentrées en formation. Et quand elles sont en formation, elles sortent des statistiques de... Alors oui, alors il y a cet aspect purement statistique, mais enfin qui est pour nous assez secondaire. Ce qui est surtout important, et on l'a encore démontré ce matin avec l'AGEFO, c'est qu'on a des taux de retour à l'emploi entre 70 et 80% sur les quand les personnes sont passées par les formations. Oui, donc ça reste, lorsque les formations sont bien adaptées aux besoins des entreprises d'une part, et qu'il y a une sélection judicieuse des demandeurs d'emploi, c'est autant de réussite. Sur le chômage des jeunes, est-ce qu'on est dans la même tendance que le national, qui est plutôt à la stabilité? Oui, pareil. Et là aussi, j'insiste sur le fait que, bon, par exemple, sur le deuxième semestre de l'année, le chômage des jeunes baisse en Languedoc-Roussillon. C'est une grosse satisfaction, parce qu'il est aussi très très fort. Hein, et il baisse grâce à l'action des politiques publiques, puisque sans les contrats aidés dont je vous parlais, par exemple, le chômage aurait augmenté de 3,1%. Sur cette population de jeunes. Hein. Alors, on rappelle quelques chiffres. 78 937, presque 80 000 chômeurs sur le département de l'Hérault, 48 374 sur le département du Gard. Donc, ça reste des chiffres considérables. 184 000 chômeurs. Nous sommes 2,5 millions d'habitants. Il y a 184 000 chômeurs en catégorie A. Seulement sur le Languedoc-Roussillon, donc ça reste des chiffres considérables, effectivement, messieurs. Il y a du travail. Alors, il y a du travail du côté également de la Fédération de l'hospitalisation privée. Nous étions, c'était jeudi dernier, au VEU. C'est toujours un des rendez-vous économiques, professionnels intéressants sur Montpellier. On voit ici Lamine Garbi, le président de la Fédération de l'hospitalisation privée. Il recevait notamment Hélène Mandroux, ou encore, bien sûr, Philippe Domy, le directeur du CHU de Montpellier, comme quoi public et privé peuvent bien s'entendre. Madame Aoustin, également, de l'Agence régionale de la santé. Lamine Garbi a mis en avant le poids économique des cliniques, des 80 cliniques du Languedoc-Roussillon, et il a mis en avant également cette convention signée avec l'association de patients. Et il revient sur ces grandes difficultés de dialogue avec la ministre de tutelle, Marisol Touraine. On l'écoute. Déjà en 2013, nous avons pu l'avoir à 2 reprises. C'était une avancée importante, satisfaisante. Malheureusement, rien n'a bougé à ce jour. 2014, nous espérons que nous serons entendus et nous avons des revendications qui sont simples. Lisibilité, équité et transparence pour notre système de santé, car nous contribuons au bien-être de 8 millions de patients sur l'ensemble du territoire national. Et 2013, l'année écoulée, nous avons signé une belle convention avec le collectif interassociatif qui représente tous les usagers, nos patients, et ils sont nombreux en Languedoc-Roussillon, car un habitant sur 4 vient dans nos cliniques, 80 cliniques, qui, je le rappelle, maillent le territoire, et c'est une force extraordinaire pour notre belle région. Voilà, il est satisfait, le président, du travail de sa fédération et des cliniques. C'est un secteur qui recrute, vous me disiez, M. Blin? Oui, je crois que c'est important de le signaler, du fait notamment du vieillissement de la population. C'est un secteur qui recrute en permanence et qui présente des grosses difficultés de recrutement. Alors, du fait des compétences, puisqu'on recherche en permanence, nous, des médecins, des infirmiers, mais aussi par rapport aux conditions de travail qui ne sont pas toujours faciles, notamment dans les EHPAD. En tout cas, l'essentiel des cliniques de la région sont clientes de Pôle emploi et nous cherchons en permanence des profils. Et là, justement, dans ce secteur-là, rapidement, vous travaillez en bonne harmonie avec les professionnels, avec la fédération, par exemple? Oui, chaque fois que possible, on y travaille. Hein, mais bon, c'est surtout un travail de terrain avec
les cliniques, les hôpitaux, les EHPAD, etc. Alors, je ne sais pas si c'est un secteur qui recrute, Fabien Leperchois, mais l'agriculture bio, oui, elle est toujours en croissance. Oui, l'agriculture bio est en croissance permanente. Alors, ce sont des jeunes qui s'installent ou c'est des agriculteurs qui se convertissent, hein, c'est le terme utilisé au Beaucoup bio. de monde est en voie de conversion. C'est vrai que c'est sans cesse en augmentation. On peut le voir sur le salon qui se déroule à l'heure actuelle au Parc des Expositions de Montpellier. Donc c'est un salon international des vins bio, millésime bio, en partenariat avec l'association Sud Vin Bio et en partenariat aussi avec la région Languedoc-Roussillon et Sud de France, qui nous aide dans le développement de ce salon. De cette filière et de ce salon. 630 exposants, c'est un salon qui a démarré en 93, 21e édition déjà. C'est en croissance par rapport aux années précédentes? Oui, et encore cette année, on peut noter une augmentation de 20% de la fréquentation. Donc il est à noter aussi que c'est le seul salon international des vins bio. Il est le seul, il est leader, hein, de toute façon. Il est leader. Ça veut dire qu'il y a des gens du monde entier qui viennent sur ce salon. Voilà, il y a des exposants du monde entier et il y a aussi des importateurs et des distributeurs du monde entier qui sont présents sur ce salon. Alors ça veut dire de quel pays? J'imagine il y a beaucoup de Français, mais quel pays? Italie, Espagne? Italie, Espagne, États-Unis, Amérique du Sud. On touche vraiment une population assez vaste. Tous les pays viticoles sont présents. Voilà, tous les pays viticoles sont présents. Et puis c'est vrai que le monde des acheteurs aussi commence à s'orienter et essaye de développer des gammes de produits et de vins bio en particulier. Donc c'est vrai que c'est relativement encourageant. Ce qu'il est un peu moins, c'est suite au succès du salon millésime bio, il y a des salons qui copient, qui font de la copie, on va dire, un peu malsaine de ce genre d'événements, qui eux appellent ça des salons de vin nature, qui ont à l'heure actuelle aucune signification. Donc nous, on a un salon qui est vraiment sur le bio. Sur le bio, que bio. Hein. Que bio et qui est certifié. Et nous avons aussi des contrôleurs sur le terrain qui passent dans le propre salon pour contrôler ces produits. Pour contrôler que les exposants soient bien de la filière bio. Alors, on a compris, ce salon, lui, continue d'être en croissance, en plein développement. La filière elle-même, est-ce qu'elle est vraiment en croissance ? La filière elle-même est maintenant aussi en croissance. Ça a débuté sur des marchés de niche. Maintenant, c'est des marchés qui sont de plus en plus porteurs et qui sont en grand développement. Vous-même, vous êtes installé à Roquemaure, hein, dans le Gard. Vous êtes converti depuis 1997, c'est ça ? Depuis 1997, nous sommes en culture biologique et maintenant, depuis 5 ans, nous sommes en culture biodynamique. Alors on va écouter Patrick Guiraud, hein, c'est le président du salon, président donc, de Sud Vin Bio. Il nous parle, lui, des spécificités et du travail que ça implique d'être producteur bio. Aujourd'hui, la bio, c'est 2 fois plus de personnel que sur un conventionnel. Ça demande des produits qui ne sont que préventifs, non pas curatifs. Donc on a un phénomène de travail qui est tout à fait différent. Ça demande beaucoup plus d'ingénierie, beaucoup plus de savoir-faire, beaucoup plus de connaissances. À partir de là, on est aussi quand même tributaire du temps. Donc on peut avoir des variations importantes au niveau de la production. Ça rentre dans le contexte du prix. Il faut calculer en fonction de l'année où on aura plus 20, moins 20. C'est ça la bio. La bio, on est vraiment tributaire du climat. Alors ça vous va droit au cœur ce discours, hein, Pascal Blain, et il faut beaucoup d'emplois, il faut plus d'emplois pour produire une bouteille de vin rouge bio qu'une bouteille de vin rouge normale. Même si, parce que je travaillais en Bourgogne avant, je trouve que c'est très mécanisé ici, mais effectivement, voilà, on ne parle pas assez de l'agriculture au sens large, qui était une vraie chance pour la région, absolument, et avec des problématiques de montée de gamme. Vous avez entendu qu'hier, ça y est, les Chinois nous ont doublé sur la consommation de vin rouge. Voilà un marché d'1 milliard de personnes. Est-ce que vous vendez, est-ce que le domaine des carabiniers vend du vin en Chine ? Oui, nous sommes actuellement en plein développement sur ce marché asiatique où beaucoup de consommateurs sont prêts à consommer. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont un attrait particulier pour les vins biologiques. Pour les vins bio, ils ont bien raison. Bravo à vous. Millésime bio, ça se termine aujourd'hui après, encore une fois, une grande croissance de ce marché-là. Un autre marché, mais qui n'en est pas vraiment un, qui est en pleine croissance, c'est celui du logiciel libre. Ils vont tout nous expliquer. C'est le coup de cœur.
Alors attention, ouvrez grand vos oreilles, on va essayer de ne pas utiliser de termes trop techniques et trop pointus, mais on a révisé avant, normalement on devrait tout comprendre. Quentin Istas est avec nous. Alors je vous le fais un petit peu quand même, hein, c'est le référent Install Party et Ubuntu. Voilà, donc vous avez tout compris. Et puis en face de vous, Célou Diallo, il est géomaticien. Alors ils sont tous les deux, vous l'avez compris, informaticiens et passionnés de logiciels libres. Déjà, en un mot, Quentin Istas, le logiciel libre, c'est quoi ? Alors, le logiciel libre, c'est un logiciel que tout le monde a le droit de modifier et de redistribuer comme il l'entend. Et pour moi, c'est souvent synonyme d'esprit communautaire. Alors, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne paye pas. Un logiciel libre peut être payant, malgré tout. Mais on a le droit d'apporter sa contribution pour le corriger, modifier, améliorer. C'est ça. Alors, le logiciel libre, c'est plutôt en développement, même si on imagine que les grandes entreprises du logiciel voient ça plutôt d'un mauvais œil. C'est Célou Diallo ? Oui, en fait, le logiciel libre est en grand développement parce qu'il y a beaucoup d'entreprises et même des collectivités qui passent maintenant au logiciel libre. Non seulement c'est plus économique et puis ça donne vraiment un grand travail de collaboration et de dynamisation. Alors si, en général, vous le disiez, c'est un logiciel qu'on ne paye pas, qui paye les programmateurs qui améliorent, qui développent, qui bâtissent l'architecture ? Eh bien, il y a certains logiciels qui sont soutenus par des entreprises qui en fait, c'est principalement du service qu'on fait payer avec du logiciel libre. C'est principalement une question de service et de maintenance. Donc une entreprise qui est équipée en logiciel libre va se rapprocher d'informaticiens pour améliorer et va donc payer les informaticiens là-dessus. Alors Montpellier, c'est une place forte du logiciel libre avec un grand événement, ce sera les rencontres mondiales, ce sera au mois de juillet ici avec des spécialistes venus du monde entier. Vous faites quoi concrètement dans l'association Montpellier Libre, Quentin ? Alors moi je m'occupe principalement du dépannage, de l'assistance utilisateur et de l'installation système pour ceux qui le désirent, pour ceux qui en ont besoin. Donc sous forme d'atelier, sous forme d'atelier, en général, d'atelier, vous recevez, voilà, d'accord. Et vous alors, Célou Diallo ? Moi, avec mes compétences en cartographie, je participe aux cartoparties, notamment Montpellier Libre. On organise à Montpellier des cartoparties. Alors j'ai vu ça sur votre site. Qu'est-ce que c'est les cartoparties ? Voilà, les cartoparties, ça consiste à regrouper du public, tout public, voilà, initié ou non initié, pour cartographier le territoire. Et là, avec Montpellier, nous faisons une cartopartie accessibilité des personnes à mobilité réduite. En fait, c'est de relever des données sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite dans la ville de Montpellier. Donc pouvoir constater et montrer dans les là commerces, où ça passe pas, là où ça coince. Où ça passe pas, voilà, accessible ou non accessible. Et après, les données sont reversées sur une grande base de données OpenStreetMap et qui peut être utilisée par toute personne et voilà. Et qui est du logiciel libre. Voilà. Et qui est du logiciel libre. Vous êtes combien globalement sur Montpellier à venir participer, à être actif sur Montpellier Libre ? Montpellier Libre, c'est très difficile de quantifier le nombre d'actifs parce que ça dépend vraiment des périodes. La majeure partie des personnes sont dans l'emploi, donc ils n'ont pas forcément... Ils font ça en plus ? Eh oui, donc ils n'ont pas forcément tout le temps libre pour pouvoir participer à tous les ateliers, sans compter qu'il y a des fois... il y a deux événements qui tombent en même temps. Oui, j'ai vu, effectivement, c'est très, très actif. En tout cas, bravo à tous les deux et à tous les membres de l'association. Un secteur, l'informatique. Monsieur Blin, désolé, on n'a plus beaucoup de temps. Non, juste pour dire que même Pôle emploi utilise du logiciel libre, puisqu'on utilise Firefox sur tous les postes de travail. Donc voilà, et puis... les besoins en cartographie sont immenses, y compris d'ailleurs dans la lutte contre le chômage. Rencontre mondiale du logiciel libre. Rencontre mondiale du logiciel, on a dit au mois de juillet, avec le patronage de la ministre Fleur Pellerin. Bravo à tous les deux et bravo à tous les 5. Merci d'être avec nous, d'avoir été avec nous sur ce plateau. On se retrouve très bientôt sur TV Sud. Très bonne soirée et je vais arrêter parce que je bafouille trop là. Très bientôt. Merci.